Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye de TV5 Monde, Stéphanie Hartmann, Africa numéro 1. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. La Cour pénale internationale, la CPI, qui refuse une nouvelle demande de liberté provisoire à Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, et des révélations troublantes à propos de l'ex-procureur de cette CPI, Luis Moreno Ocampo. Et puis les Tchadiens indésirables aux États-Unis en vertu du nouveau décret migratoire du président Donald Trump. D'abord la CPI, l'affaire Gbagbo et puis ces révélations plutôt gênantes, révélations de Mediapart ici en France, gênantes et pour la CPI et pour l'ex-procureur Luis Moreno Ocampo. Le sujet est résumé par Marie Valeret de TV5 Monde. C'est une révélation qui met en lumière le drôle de jeu de l'État français et de la Cour pénale internationale. Une nouvelle bombe larguée en pleine polémique autour du procès Gbagbo. Selon Mediapart, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aurait délibérément demandé de garder prisonnier l'ancien président ivoirien. D'après le site d'investigation, l'objectif à l'époque est d'écarter durablement Gbagbo du pouvoir, avec en coulisses la France à la manœuvre. Une note confidentielle de la diplomatie française obtenue par Mediapart vient appuyer cette révélation. Le procureur souhaite que Ouattara ne relâche pas Gbagbo et qu'un État de la région renvoie l'affaire à la CPI au plus vite. Nous sommes en avril 2011. Le pays traverse alors une grave crise politique. Battu par son rival Alassane Ouattara lors de l'élection de novembre, le chef de l'État sortant, qui clame l'invalidité du scrutin, est de plus en plus isolé. Retranché dans sa résidence à Abidjan, il est alors arrêté par les forces pro-Ouattara, appuyées par la France et l'ONUCI. Son arrestation sera filmée et retransmise dans le monde entier. Seulement voilà, à l'époque, il n'existait ni mandat d'arrêt, ni saisine de la CPI. La requête ne reposerait donc juridiquement sur rien, selon Mediapart. Nicolas Sarkozy, alors président français, est un proche d'Alassane Ouattara. La suite, on la connaît. Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale. Il est actuellement jugé pour crimes contre l'humanité. Quant à Alassane Ouattara, il a entamé un second mandat à la présidence du pays. Voilà, Ousmane Diaye, avant d'en venir à l'affaire Ocampo, à ces révélations par les médias, 8 médias européens, dont Mediapart. D'abord, ce refus de la CPI d'accorder à Laurent Gbagbo une remise en liberté provisoire. C'est le 11e refus. Alors, l'argument, c'est qu'il risque de prendre la fuite et de ne pas être là pour la suite de son procès. Et évidemment, les partisans de Laurent Gbagbo, ses amis, dénoncent de l'acharnement et des arguments qui ne tiennent pas la route. Écoute, c'est plus que discutable. Je ne vois pas où Laurent Gbagbo peut se réfugier pour être inexpugnable. N'oublions jamais cette image terrible. Il a été expurgé par des chars, par un commando, de son propre palais présidentiel où il se sentait le plus sécurisé. Un palais que Philippe Mangou, l'ex-chef d'état-major de l'armée, avait décrit comme un bunker. Donc si on a eu les moyens de l'arrêter dans ce bunker, donc je ne vois pas où il peut arrêter. Donc l'argument me paraît plus que faible, discutable, contestable. Et puis aussi, il faut quand même rappeler quelque chose d'assez important, c'est que il ne faut jamais oublier quand même que le premier dossier de la CPI a été retoqué, le dossier de la procureure en complément d'enquête, parce que c'était faible. Je pense que à partir de ce moment-là où le dossier était déclaré faible, c'est pas logique, en tout cas, qu'on dise à Gbagbo derrière, oui, on peut pas y avoir de liberté provisoire. Il y a quelque chose d'assez gênant qui ne relève pas, à mon avis, de la logique purement juridique, parce que si on avait un peu de bon sens juridique, On est face à une logique politique ? Je pense que la CPI, il faut le dire clairement, moi c'est ce que je pense, c'est un outil plus politique
que de justice. Et c'est là tout le débat. C'est-à-dire, on voit clairement de plus en plus des choses un faisceau d'arguments qui convergent là-dessus. C'est-à-dire, c'est une cour de justice et en même temps, les rapports de force politique sont là. Je pense que si on ne libère pas Gbagbo, il faut dire la chose, c'est qu'aussi, je pense que l'écarter, maintenir en dehors du pays beaucoup de puissances étrangères, et y compris aussi Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, ont intérêt. Donc je pense qu'il y a une convergence d'intérêts politiques qui sont à contrario de la logique juridique ou de la logique toute simple, de la logique de bon sens. Parce qu'à un moment donné, on n'a même pas besoin de faire une bataille de procédure ou être un grand juriste pour savoir que si on juge, si on retoque le dossier du procureur en disant que c'est faible, il n'y a pas suffisamment de preuves, allez réenquêter. Et derrière, il y a une contradiction à dire « Ah non, la liberté provisoire, on ne peut pas ». C'est plutôt rare en termes de justice. C'est plutôt fréquent. Alors, les prisons françaises sont pleines de détenus en détention provisoire. Soyons sereins, du calme. Alors, le dossier, vous dites que donc Laurent Gbagbo a été inculpé, mais à plusieurs reprises. Il a d'abord été inculpé par Ocampo. Ensuite, le dossier a été repris en main par l'ex-adjointe d'Ocampo et qui est devenue la procureure Fatou Bensouda. Mais comme le rappelait Ousmane Diaye, Fatou Bensouda, la Cour a exigé de Fatou Bensouda des compléments de preuves. Or, les avocats, la défense, continuent de dire que ce dossier d'accusation est vide. C'est le jugement qui tranchera sur le dossier d'accusation. Le procès est en cours. La question, je pense qu'il faut se poser, c'est quels sont les arguments qui justifieraient qu'on libère Gbagbo. Je ne vois pas lesquels. Si c'est les raisons de santé, je pense si c'est pour des raisons de santé, je pense qu'il a un plus grand accès aux soins à la CPI où il est que n'importe quel contribuable ivoirien. Après, à quoi servirait la libération de Laurent Gbagbo? C'est ça que je veux dire. C'est pas ça la question. C'est pas la question de ces conditions de détention sont plutôt agréables. Il a un studio, il a des gens qui s'occupent de lui. C'est de la détention. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que les conditions de détention la détention préventive. Alors, vous dites que ces conditions sont agréables. Et quelque chose qui est la norme, par exemple, en France. Attendez, Stéphanie. On peut dire que les conditions de Laurent Gbagbo sont agréables? Non. Mais c'est vous qui l'avez dit. Beaucoup plus agréable que dans les prisons françaises. Oui, par exemple. Ou dans n'importe quelle autre prison de Côte d'Ivoire. C'est pas comparer. Non, mais attendez, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ces défenseurs dénoncent le refus de le libérer et dénoncent un dossier vide et rappellent que Mme Fatou Bensouda a été renvoyée par la juridiction pour qu'elle complète son dossier et que ce dossier est toujours vide. Je redis que le dossier vide, ce serait au juge de trancher et que le palais dont il a été sorti, il l'occupait illégalement. Donc, alors, s'il faut refaire une guerre, après, si on mais qui vous dit qu'il l'occupait illégalement? C'est vous qui le jugez, alors, c'est vous qui le dites. Non, mais est-ce que ça remet en cause le fait l'élection présidentielle, la victoire? On va pas refaire l'histoire de la crise ivoirienne. On va pas la refaire, mais... Par contre, alors là où je suis d'accord, c'est que la CPI était utilisée comme un instrument politique de résolution de crise. Effectivement. Alors, que dites-vous, par exemple, du fait que les amis de Alassane Ouattara sont toujours en liberté, alors que beaucoup d'entre eux ont été incriminés dans ces violences post-électorales? Qu'en dites-vous? Je suis d'accord avec vous qu'il faut que... Ils sont dans des prisons agréables, eux, en ce moment, ou pas? Je suis d'accord avec vous qu'il faut que la CPI instruise toutes les parties, et notamment, même toute la crise ivoirienne depuis 2002. Et effectivement, les amis d'Alassane Ouattara, de Guillaume Soro, doivent rendre des comptes à la CPI, et c'est là où la CPI est critiquable, effectivement. Guillaume Soro, qui est de moins en moins l'ami de Alassane Ouattara. Venons-en aux agissements, dit-on obscurs, prêtés à l'ancien et tout premier procureur de la CPI, l'Argentin donc Luis Moreno Ocampo, rappelé dans le sujet par Marie Valeret. Ce consortium de médias européens, 8 au total, se fonde sur l'exploitation de 40 000 documents top secrets. Ces investigations reliées en France donc depuis la semaine dernière par le site Mediapart révèlent une succession de conflits d'intérêts, de jeux d'influence en relation avec l'ex-procureur, la CPI, la Libye, le Kenya ou encore la Côte d'Ivoire, comme on l'a entendu dans ce sujet, évidemment le cas Gbagbo. Alors, Mediapart titre effectivement à propos de ce volet de l'enquête sur les preuves d'un montage, c'est Mediapart qui le dit, associant Ocampo, la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et la Côte d'Ivoire pour faire tomber coûte que coûte Laurent Gbagbo.
En fait, ce qui est très compliqué avec avec la Cour pénale internationale, c'est-à-dire on ne va pas refaire le débat. Je pense que la Cour a suffisamment montré des lacunes, des errances, une perméabilité à l'influence politique. Qui pour moi le discrédite. Oui, mais l'ONU n'est pas une institution judiciaire. Et en plus, être impartial. La CPI n'a pas un pouvoir judiciaire. Monsieur Luis Moreno, c'est une juridiction, on est d'accord. D'accord, oui, non, mais ça dit non. Je laisse parler, excusez-moi. Pour moi, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Certes, les institutions internationales, on peut en dire beaucoup de choses. L'ONU, on peut en dire beaucoup de choses. Là, nous ne parlons pas de l'ONU et c'est totalement différent. L'ONU n'est pas une cour. L'ONU ne rend pas le droit. Ici, on parle de rendre le droit. Il y a une question morale, il y a une question éthique, il y a une question déontologique, il y a une question de texte de loi. Donc, à partir du moment où la Cour, on admet le principe que ce qui le régit, ce qui le fait fonctionner, c'est plus le droit, c'est plus les textes, c'est le jeu des influences politiques. Il y a un problème. Et ce problème disqualifie pas le projet d'une justice internationale qui est noble. Tout le monde est d'accord pour dire que non, pas d'impunité et une justice transnationale a du sens. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? L'énoncé qui est fondatrice de la Cour internationale, on est dans le contraire. C'est-à-dire, quand on trouve pour moi, l'affaire Ocampo est l'exemple typique de ce dérapage. C'est-à-dire, comme je pense que les lobbyistes, les intérêts ont compris que l'enjeu principal de la Cour, c'est l'influence, c'est le lobbying. Donc voilà, pour moi, c'est symbolique que celui qui a incarné la Cour pendant des années, qui l'a dirigé, qui en était le procureur, quand il quitte, il prend sa retraite, qu'est-ce qu'il devient? Lobbyiste. Et ben moi, ça pose un problème moral, il y a une disqualification morale, ne serait-ce que morale de cette Cour. Mais Barroso, la Commission n'est pas une juridiction. La Commission européenne n'est pas une juridiction. Là, on ne parle pas de l'Union européenne. La justice impose la neutralité de ses acteurs, des magistrats. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord que le cas Ocampo doit être examiné. D'ailleurs, dans un premier temps, Fatou Bensouda dit « Ah oui, mais c'était pour des faits, pour après, ça compte pas. » Et puis ils ont bien vu que c'était tellement... Non, mais c'était tellement gros là, ils ont mis en place le mécanisme de contrôle interne. Alors, qui est-ce qu'il est, qui est effectivement pas forcément... Il n'y a pas forcément de pouvoir de sanction, donc c'est embêtant. Donc il faut effectivement que la CPI se réforme pour être davantage transparente. Je suis tout à fait d'accord avec vous si elle veut être crédible. Mais est-ce que le cas Ocampo... c'est-à-dire qu'on a l'impression que parce que Ocampo serait peut-être coupable, je mets le conditionnel parce que je ne suis pas juge, de conflit d'intérêts, la CPI serait une vaste institution où chacun essaierait de jeu d'influence. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les affaires qu'elle instruit ont toute leur place à la CPI. D'ailleurs, quand vous voyez ce qui se passe au Kasaï ou même au Cameroun, certains en appellent à la CPI parce qu'elle a du sens. D'accord. Alors, justement, la CPI a eu du sens, mais pour l'instant qu'à l'égard de l'Afrique. Rappelons que sur 10 prévenus déférés devant cette juridiction internationale, 900 Africains, 1,5 milliard a coûté la CPI depuis que ça fonctionne. Et évidemment, il y a eu des pays africains au nombre de 34 au moins qui ont voulu se quitter la CPI en raison justement du fonctionnement orienté ou non de cette juridiction. Alors, est-ce que ce dérapage, est-ce que ces investigations, est-ce que cette enquête à propos d'Ocampo, finalement, ne va pas conforter les anti-CPI, Ousmane Diaye? Ça le conforte parce que de toute façon, même avant l'affaire Ocampo, il y a eu de vrais doutes sur la neutralité, enfin sur le parcours des juges. Hein. C'est-à-dire, Bensouda, elle a beau être africaine, mais n'oublions jamais qu'elle a été ministre de la Justice d'une dictature. Oui, en Gambie. D'une dictature. Oui. D'une dictature. Donc en fait, soyons clairs, c'est qu'on ne remet pas en cause l'utilité d'une justice internationale, mais par contre, là, nous ne sommes pas dans le cadre d'un fonctionnement juridique. Et alors, je vais répondre à Stéphanie. C'est vrai qu'on nous répond toujours, quand vous dites, c'est vrai, dans certains conflits, des acteurs en appellent à la CPI. Mais ça, pour moi, c'est l'exemple achevé que la CPI n'est plus un outil juridique, c'est-à-dire c'est utilisé par l'opposition comme menace politique, c'est utilisé
par les institutions internationales dont vous parlez, par les diplomaties comme outil politique, et c'est utilisé souvent dans les conflits dans un seul sens. Et le cas de la Côte d'Ivoire est là. C'est-à-dire, Guillaume Soro, et les partisans de Soro, il y a eu des enquêtes, il y a eu un rapport de l'ONU, revenons-en à l'ONU. Le massacre de Douéké, il y a eu un rapport de l'ONU. L'ONU peut saisir, le Conseil de sécurité peut saisir la CPI, mais sur le plus grand massacre de ce conflit, encore une fois, la CPI n'a pas été saisie. Moi, je me pose la question, pourquoi ? Pourquoi, après un rapport de l'ONU encore une fois, pourquoi le Conseil de sécurité ne saisit pas Vous connaissez les limites du Conseil de sécurité qui est fortement... C'est pas des limites. Pour moi, c'est une position. Voilà, Stéphanie, et c'est là où l'on rejoint le titre quand même d'une de nos consoeurs qui connaît le mieux le fonctionnement de la CPI, qui s'appelle Stéphanie Maupas, qui s'appelle la CPI, le joker des puissants. C'est-à-dire de ceux qui exercent aujourd'hui une certaine forme de domination, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, et qui instrumentalisent ce bel outil juridique à des fins politiques. C'est incontestable. Mais j'ai une réponse à ça. Mais je suis totalement d'accord avec vous qu'il est aberrant que la CPI ne s'occupe pas des crimes commis par Israël, ne s'occupe pas de ce qui se passe ne s'occupe pas en Syrie. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elle ne doit pas s'occuper? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que sous prétexte que ça ne s'occupe pas d'Israël, il ne faudrait pas s'occuper d'autres dossiers. C'est ce qu'on dit. C'est ça. Alors dans ce cas-là, pour moi, ce que j'entends, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais personne ne conteste. Attends, je reprécise. Je ne dis pas elle ne s'occupe pas. Il faut militer pour qu'elle s'occupe d'autres cas, justement, qu'elle soit moins politique. Moi, je milite pour qu'elle s'occupe bien des cas qu'elle fait. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'elle s'occupe mal des dossiers qu'elle a. Voilà. Le dossier du Congolais, je crois que c'est Thomas Lubanga, pardon. Oui. Personne ne l'a contesté. Absolument, oui. Ni Bamba. Sur le premier jugement rendu, des institutions attendez. 15 ans. Alors, on va clore le chapitre CPI, mais j'ajouterai tout de même que ces investigations, ces révélations des 8 médias européens jette une ombre trouble sur les agissements du procureur et par conséquent sur les inculpations qu'il a prononcées, notamment à l'égard de Laurent Gbagbo. Alors on en vient, RFI, TV5 Monde, Afrique Presse, et on passe au deuxième sujet. Le Tchad, visé à son tour par une interdiction de séjour de ses ressortissants sur le sol américain. Décision Ousmane Diaye du président Donald Trump dans son dernier décret migratoire signé fin septembre. Le Tchad a donc rejoint ces fameux États voyous, alors que le Tchad, sur le front de la lutte anti-djihadiste, est en pointe. On ne peut pas le nier. Alors, Washington invoque le fait que, justement, N'Djamena ne coopère pas dans le domaine du renseignement de la lutte antiterroriste, alors que, encore une fois, le Tchad est en pointe dans cette lutte antiterroriste. Et deuxièmement, on punit collectivement tous les Tchadiens en raison de manquement des services de renseignement tchadiens. Enfin, mais on peut aussi voir, à contrario, et ça, on ne peut pas le perdre de vue, que cette position du Tchad comme État clé stratégique dans la lutte antiterroriste consacrée par la France, en installant la base de Barkhane consacrée, qu'on ne peut pas nier, derrière aussi, mais on ne peut pas nier aussi que cette forme de position centrale est une sorte de passe-droit au régime de Déby, qui derrière, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, on assiste à des dérapages, à des restrictions de liberté, etc. Et deuxième chose aussi, c'est-à-dire c'est un État clé, je prends en termes géopolitiques, c'est un État clé dans le dossier malien en termes d'implication. Mais une fois que c'est dit, si on examine les choses de très près sur la durabilité, je ne suis pas sûr que sur le front, parce que le Tchad est sur plusieurs fronts, sur le front Boko Haram, c'est un échec en fait. Cette force commune menée par le Tchad pour ratisser la forêt, c'est un échec, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a une mythologie de l'efficacité des soldats tchadiens sur la lutte antiterroriste qui s'est forgée avec le Nord Mali, parce que Déby y a vu une opération politique aussi, une opération parce que quand même envoyer 2000 soldats pour déloger les djihadistes, je pense que il y a vu le coup en termes d'image. Mais n'oublions jamais que ça s'est fait au détriment de la lutte à l'interne, si vous voulez. À un moment donné même, il y a eu des remous à l'interne en disant mais pourquoi ils mobilisent autant de soldats
pour lutter contre le terrorisme à l'extérieur, et qu'au Tchad, non, il n'y a pas. Il y a eu des attentats à Niamey, non, n'oublions jamais. Alors donc, Stéphanie, Washington a sanctionné ce jeu de duplicité de M. Déby, qui utilise donc la lutte anti-djihadiste pour une survie politique qui est très contestée. Je pense que ce serait faire trop d'honneur à Trump que de lui dire qu'il aurait sanctionné Déby pour ces raisons. Je voulais dire en introduction que c'est difficile de voir de la cohérence aussi quand Trump prend des décisions. Alors, après, malgré cela, c'est moins l'absence de lutte contre le terrorisme qui a été sanctionnée, d'après ce que j'ai compris, que la difficulté de contrôler les allées et venues du territoire tchadien, la véracité, de renseignements, la qualité des papiers d'identité, c'est ça aussi, voilà, de la facilité de faire des faux papiers. Et puis, alors, moi, je ne sais pas s'il faut voir un lien, mais on a évoqué des histoires d'avions immatriculés tchadiens en Syrie. Alors, est-ce que cette sanction intervient dans ce contexte-là aussi, où il y a aussi en Libye des mouvements à la frontière entre le Tchad et la Libye? Est-ce que les Américains ont voulu sanctionner le Tchad? Donc, selon vous, les Américains ont eu de bonnes raisons de prendre cette décision? De bonnes raisons, non, je ne sais pas, parce que malheureusement, elles vont toucher, justement, elles ne touchent pas tous les Tchadiens. C'est une punition collective. Parce que les diplomates tchadiens sont pas, les dirigeants tchadiens sont très peu touchés par ça. Je crois apparemment, on leur a refusé, notamment à une partie de la délégation tchadienne, on leur avait refusé des visas pour assister à l'Assemblée générale de l'ONU, bien avant que le décret ne soit signé. Ils sont restés sur place. Mais effectivement, je trouve que ça touche malheureusement les Tchadiens, alors pas d'en bas, mais en tout cas, voilà, qui ont moins de moyens. Parce qu'on voit quand même que Donald Trump, qu'on le veuille ou pas, a inventé une nouvelle arme diplomatique, c'est-à-dire interdire tout un pays de séjour aux États-Unis, parce que dans le même décret, le Venezuela aussi est visé. Or, le Venezuela, le problème, c'est le rapport de force, le conflit entre Maduros, le président chaviste, et l'opposition. Après, je pense que c'est un peu cynique de dire ça. En termes de rapport de force, en termes de pression, c'est très efficace. Je pense que, ça n'a pas duré très très longtemps, et que je pense que quand les Américains vont vouloir recollaborer avec les services de renseignement tchadiens, ils auront ce qu'ils veulent. Donc je pense que là, et du coup ils reprennent la main, parce que de toute façon, géostratégiquement en termes militaires, je pense pas que le Tchad peut se priver du soutien des États-Unis, parce que au nord Cameroun et au nord Nigeria, l'implication des troupes américaines est très forte. Il y a une base de drones dans le nord du Cameroun, et les Tchadiens, pour leur survie, pour leur survie même personnelle, pour leur survie par rapport à Boko Haram, auront besoin des renseignements américains. Donc je pense que c'est une façon aussi, à mon avis, pour la diplomatie américaine de reprendre la main, parce que je pense que aussi les Français, en tout cas dans la stratégie française, Déby a eu le beau rôle. C'est-à-dire, on l'a beaucoup présenté comme le grand Manitou de la lutte antiterroriste, l'homme incontournable, l'homme clé, par qui tout passe, etc. Et du coup, je pense que cette décision est une sorte de rééquilibrage un peu du rôle réel de tout un chacun. Mais d'ailleurs, oui, effectivement, la réaction de Tchadien était très mesurée. On a juste parlé de sentiment d'injustice. Oui. Et moi, je voulais juste relever une petite anecdote. C'est qu'il y a quelques jours, il y a une fake news, comme on dit maintenant, qui circulait beaucoup. C'était que Idriss Déby avait fermé l'ambassade des États-Unis au Tchad. Alors tout le monde a relayé ça, tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et je trouve qu'il y a une utilisation de la fake news, alors je ne sais pas par qui, mais en tout cas qui permet justement d'exprimer une certaine opinion, et puis voilà, de faire passer des messages, mais d'essayer de gagner un peu en dignité, quoi. Oui, cette ambassade n'a pas été jamais fermée. Donc c'est le reflet plutôt d'une impuissance. Oui, la réaction tchadienne, et pour une fois, elle est molle. Alors n'oublions jamais que, par contre, si c'est Qatar, le Tchad y va très fort. Hein, c'est rappel, on rue dans les brancards, etc. Et là, les États-Unis, bon, on fait plus ou moins profil bas, on négocie. Je pense que c'est de la réelle politique, et Déby joue de la réelle politique, comme il le fait sur beaucoup d'autres dossiers. On a vu Déby, quand même, qui est l'allié stratégique de la France, lancer un coup de semonce contre le franc CFA et la France. Et tu te dis quel est l'agenda, on se dit quel est l'agenda d'une telle attaque. Donc je pense qu'aussi Déby a toujours joué sur les deux fronts, et en fonction des circonstances. Là, je crois que les Américains le privent quand même d'un fonds de commerce d'une certaine manière, donc il a intérêt à rétablir le lien. Sauf qu'il y a un jeu, il a un double discours, on le laisse comme ça, pavoiser, en tout cas, voilà, être grandiloquent, mais derrière, quand il parle avec Jean-Yves Le Drian, bon, ça reste... Après, je pense qu'aussi, ça pose un vrai problème de fond aussi, c'est la cohérence de la politique de Trump qui est totalement illisible, on ne sait pas, c'est totalement illisible, hein.
Enfin, et d'ailleurs attaqué par la justice américaine. Qui est totalement illisible. Enfin, enlever certains pays, mettre d'autres. Enfin, ça bouge beaucoup, le travel ban, c'est-à-dire ce décret qui inclut tous les pays. Oui. On se dit pour quelle logique. J'ai l'impression que c'est en fonction des circonstances, des humeurs, des coups de tête que ça se fait. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et avant de nous quitter, je vous signale la parution de cet ouvrage intitulé Mali, au-delà du djihad. Un récit doublé d'une analyse et de révélations, même de scoop, sur les événements que le Mali a traversés ces dernières années. Un ouvrage du journaliste François-Xavier Freland, connu des publics de RFI, tout comme de TV5 Monde, ainsi que des lecteurs de Jeune Afrique. Ouvrage paru aux éditions Anna Mosa. Nous aurons sans doute l'occasion d'en parler sur RFI ou sur TV5. Merci Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Merci Ousmane Diaye de TV5 Monde, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.